Clarifions une chose. Il n'y a essentiellement qu'une seule condition pour rejoindre l'OTAN. L'unique exigence est que tous les alliés de l'OTAN doivent être prêts à invoquer l'article 5 si nécessaire. Comme je le discute en ce moment, il est clair et convenu que l'Ukraine ne peut pas adhérer tant que la guerre actuelle est en cours. Il n'y aura pas d'adhésion ukrainienne avant la fin du conflit. Et à moins que la Russie ne change de cap, ce qu'elle n'a pas montré de volonté ou de capacité à faire jusqu'à présent, l'adhésion ne sera pas possible pendant la guerre. Après la fin de la guerre, nous verrons ce qui se passe. Cependant, je ne crois pas que les 31 pays seraient prêts à entrer en guerre contre la Russie si le conflit devait se rallumer. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une autre interview réalisée par mon collègue Heinz Gärtner. Il s'est entretenu la semaine dernière avec Robert E. Hunter, l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN de 1993 à 1998. L'ambassadeur Hunter a travaillé directement sur le premier cycle d'élargissement de l'OTAN en 1997, et je vous recommande vivement d'écouter ses explications. Ces perspectives contrastent fortement avec le récit que nous entendons aujourd'hui de la part des partis bellicistes aux États-Unis et en Europe. La vidéo a été enregistrée pour l'Institut international pour la paix à Vienne, et je vous la présente avec leur aimable autorisation. Veuillez également visiter leur chaîne YouTube. Bon visionnage. Le sommet de l'OTAN s'est conclu. L'OTAN n'a pas fourni à l'Ukraine un calendrier pour l'adhésion, mais les États membres se sont engagés à fournir une aide militaire et financière nouvelle et accrue. Cependant, l'Ukraine n'a pas reçu les garanties de sécurité fermes qu'elle recherchait, telles que celles inscrites dans l'article 5 de l'OTAN que le président Zelensky espérait. Que signifie ce résultat pour la guerre? Nous voyons une continuation de l'aide militaire et financière, mais il y a toujours le risque qu'une escalade militaire déborde sur le territoire propre de la Russie, ce que l'OTAN veut éviter à tout prix. Robert, quelle est ta prédiction? Y a-t-il un danger que cet écart se réduise avec plus d'aide militaire menant à une escalade vers la Russie et une implication plus grande de l'OTAN? Vous avez tout à fait raison. L'objectif est de soutenir l'Ukraine dans ses efforts militaires pour arrêter et, dans la mesure du possible, repousser l'incursion russe en Ukraine, tout en évitant une escalade vers quelque chose de bien pire. Je ne parlerai même pas des armes nucléaires. Je pense que ce n'est pas quelque chose que l'une ou l'autre des parties prendrait sérieusement en considération, malgré ce que M. Poutine a pu dire à divers moments. Cependant, il y a toujours un danger que les choses dégénèrent. Il y a un vieux dicton qui dit que le plus difficile à prévoir est l'avenir. Les armements avancés maintenant fournis à l'Ukraine pourraient conduire à des erreurs de calcul ou les tenter d'ignorer les strictes limitations imposées, en particulier par les États-Unis, et de tenter de récupérer tout leur territoire perdu. Ensuite, il est incertain de savoir comment la Russie réagirait. Donc, ce sera un exercice d'équilibre, mais je m'attends à ce que le conflit continue pendant un temps considérable. Malheureusement, si je peux faire un parallèle historique, cela me rappelle la seconde bataille de la Somme en 1916, qui a entraîné de nombreuses victimes civiles, toutes françaises. Dans cette guerre, à l'exception de certains individus dans les zones occupées par la Russie avec un héritage russe, les victimes civiles sont toutes ukrainiennes. Nous sommes actuellement confrontés à une impasse virtuelle, et la véritable question à court terme est de savoir comment passer de cette impasse à une situation où les deux parties sont prêtes à négocier. Pour l'instant, aucune des deux parties ne semble disposée à le faire. Vous discutez de la possibilité d'une impasse,
qui est un scénario où l'impasse pourrait persister. Nous avons vu des situations similaires dans l'histoire, comme l'arrêt des armées menant à la division. Cela a été évident à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la division de l'Allemagne et aussi en Corée, résultant en une division permanente. Il est possible que l'Ukraine puisse être divisée de manière permanente pendant très longtemps si ce scénario se produit. Cela soulève des questions sur l'adhésion à l'OTAN. Cela pourrait signifier que l'OTAN envisage d'admettre une Ukraine tronquée et non le pays entier. Si cela se produit, cela signifierait effectivement reconnaître l'occupation d'autres territoires par la Russie. La première question est de savoir si l'OTAN ferait cela. Le deuxième scénario implique des combats continus jusqu'à ce que toutes les troupes russes quittent le territoire ukrainien, ce qui pourrait prendre très longtemps. Cela signifierait que l'Ukraine est maintenant beaucoup plus éloignée de l'adhésion à l'OTAN pendant la guerre qu'elle ne l'était en 2008 lors du sommet de Bucarest, lorsque la paix était encore présente et qu'il y avait une possibilité de recevoir un plan d'action pour l'adhésion à l'avenir. Donc nous avons deux questions. L'OTAN pourrait-elle accepter une Ukraine séparée et tronquée? Et avec la perspective de combats prolongés, combien de temps pourrait-il s'écouler avant que l'Ukraine ne devienne membre de l'OTAN? Tout d'abord, je ne pense pas que l'idée d'une guerre perpétuelle soit quelque chose que l'une ou l'autre des parties voudra tolérer, ni les acteurs extérieurs qui pourraient à un moment donné avoir une certaine influence. Le gros problème est de savoir comment amener M. Poutine à reconnaître qu'il ne pourra pas atteindre ce qu'il a tenté de réaliser. Je ne m'attends pas, et là je m'avance un peu, à ce que l'Ukraine récupère la Crimée à un moment quelconque. D'ailleurs, la Crimée ne fait partie de l'Ukraine que par accident, si l'on regarde l'histoire de 1954, lorsque Khrouchtchev l'a transférée de la République socialiste fédérative soviétique de Russie à l'Ukraine au sein de l'Union soviétique. Donc c'était un accident. Concernant l'adhésion à l'OTAN, je pense que vous avez absolument raison. D'une certaine manière, l'Ukraine est plus éloignée de l'adhésion qu'elle ne l'était potentiellement en 2008. Après tout, il a été très clair que même avoir une feuille de route pour l'adhésion ne se produira pas avant la fin de la guerre. Le président des États-Unis l'a très clairement indiqué. Et bien sûr, les États-Unis sont et continueront d'être la force dominante au sein de l'OTAN. Je suis sceptique, contrairement à la sagesse conventionnelle, que l'Ukraine rejoigne jamais l'OTAN, quelle que soit sa taille ou sa forme. Et nous pourrons discuter de ce à quoi cela pourrait ressembler plus tard si vous le souhaitez, car cela nécessite un consensus. Tous les pays membres doivent être d'accord. Ce qui se passe lors des réunions de l'OTAN, c'est que le secrétaire général présente au Conseil ce qu'on appelle une feuille de décision. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN nécessiterait l'accord de tous les alliés actuels, et un seul allié peut mettre son veto à la décision. À ce moment de l'histoire, je ne peux pas imaginer que les 31 pays seraient prêts à accepter la responsabilité de mettre en œuvre l'article 5 pour l'Ukraine, dans quelques circonstances que ce soit. L'article 5 comporte deux parties. Premièrement, une agression contre un pays est considérée comme une agression contre tous, ce qui équivaut effectivement à une déclaration de guerre. Le président Biden et d'autres, à l'exception de certains pays de l'Est, tentent d'éviter une guerre directe avec la Russie. Bien qu'il y ait actuellement une guerre, il existe encore une fiction largement acceptée, selon laquelle ce n'est pas une véritable guerre. Cependant, si l'Ukraine devait rejoindre l'OTAN et que l'article 5 était invoqué alors que les combats sont en cours, cela signifierait être en guerre. Deuxièmement, l'article 5 n'oblige aucun membre à prendre des mesures spécifiques. Il stipule que chaque pays de l'OTAN agira conformément à ses processus constitutionnels pour décider de la marche à suivre. Ils peuvent choisir de s'impliquer militairement, mais ils n'y sont pas obligés. Certains pays ne voudraient jamais être impliqués
de cette manière. Même après la fin de la guerre, je ne crois pas que les 31 membres de l'OTAN, qui seraient alors 32 avec la Suède, accepteraient de prolonger un engagement de l'article 5 à l'Ukraine. Certainement pas avant la fin de la guerre. Cette condition n'avait pas été appliquée en 2008. Je ne pense pas que les Alliés le pensaient vraiment en 2008. C'était juste une question de convenance, parce que le président américain, George W. Bush, voulait pousser pour l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie. Souvenez-vous de cela. Et plusieurs alliés ont dit « Non, allez, nous ne sommes pas prêts à faire ça ». Alors ils sont venus avec cette formulation qui disait « L'Ukraine et la Géorgie deviendront membres de l'OTAN ». Pour la plupart des membres de l'OTAN, cela signifiait « jamais » ou quelque part dans un avenir lointain, nous n'allons pas avoir à y penser. Mais cela n'a pas été formalisé. Vous n'avez même pas à penser à rejoindre l'OTAN avant au moins que la guerre ne prenne fin. Et ensuite, il y aura des conditions d'adhérer. Les conditions, d'ailleurs, ont été appliquées dès le début pour aider les nouveaux membres potentiels à devenir de bonnes démocraties et à traiter des problèmes internes comme la corruption. Et l'une des choses frappantes concernant l'Ukraine, même depuis le début de la guerre, c'est qu'ils n'ont rien fait contre la corruption. Rien du tout. L'Ukraine n'est pas aussi corrompue que certains pays, mais elle n'est certainement pas aussi exempte de corruption que n'importe lequel des alliés actuels de l'OTAN. Une autre condition est de mettre votre armée à niveau. L'Ukraine avance très rapidement sur ce front. Certains soutiennent qu'elle a déjà l'armée la plus puissante en Europe, potentiellement après celle de la Russie. Maintenant, affrontons une chose. Il n'y a pas de condition pour rejoindre l'OTAN, sauf une. La seule condition pour rejoindre l'OTAN, la seule, c'est que tous les alliés de l'OTAN soient prêts à appliquer si besoin l'article 5. Comme je le soutiens, il est clair que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ne peut pas se produire tant que la guerre actuelle est en cours. Il n'y aura pas d'accord sur ce point avant la fin du conflit. À moins que la Russie ne montre une volonté ou une capacité de changer de cap, ce qu'elle n'a pas fait jusqu'à présent, l'adhésion de l'Ukraine ne sera pas possible pendant la guerre. Après la guerre, nous verrons. Cependant, je ne crois pas que les 31 pays de l'OTAN seraient prêts à entrer en guerre contre la Russie si le conflit devait reprendre. Revenant aux années 1990, l'OTAN a dû réfléchir à la manière de s'élargir sans provoquer de réaction hostile de la part de la Russie. Nous nous sommes éloignés du concept d'État tampon ou de sphère d'influence. Bien que nous nions toujours l'idée d'une sphère d'influence, l'Ukraine sera perçue par l'Occident et la Russie comme un État tampon. Je suis réticent à utiliser le terme, mais c'est la perception. Cela était déjà évident en 1987 lorsque l'OTAN a décidé d'admettre ses 3 premiers nouveaux membres et envisager d'autres pour une adhésion future. En mai 1987, l'OTAN a signé l'acte fondateur OTAN-Russie avec la Fédération de Russie, qui comprenait une large gamme de mesures de coopération. Cela visait à compenser le fait que l'Ukraine n'obtenait pas l'adhésion à travers le processus qui avait commencé, assurant qu'elle ne serait pas reléguée à une quelconque sphère d'influence russe. Pour poursuivre cet effort, nous avons établi le Conseil OTAN-Russie, que j'ai par erreur appelé la Charte. J'ai négocié les derniers détails avec l'ambassadeur ukrainien en Belgique de l'époque, qui travaillait également avec l'OTAN et qui est devenu par la suite ministre des Affaires étrangères Boris Tarasyuk, un diplomate ukrainien très distingué. Cela a effectivement ratifié l'Ukraine en tant qu'État tampon. À la fin du sommet de Vilnius, les Alliés ont décidé de créer un Conseil OTAN-Ukraine et non une commission comme j'ai pu le dire par erreur plus tôt. Ce conseil permettait à l'Ukraine de siéger à la table en tant qu'égale avec l'OTAN. Pour être tout à fait franc, dans la charte de 1997, il y avait un accord pour établir une commission OTAN-Ukraine qui permettrait à l'Ukraine de réunir les alliés à tout moment
pour discuter de ses préoccupations ou de ses problèmes de sécurité. Franchement, la différence entre la Commission et le Conseil, auquel nous avons convenu cette semaine, est plus nominale qu'autre chose. Elle a une qualité plus technique, mais c'est essentiellement la même chose. C'était encore une fois une consolation pour l'Ukraine de ne pas lui accorder ce qu'elle voulait vraiment, à savoir l'adhésion. Nous pouvons discuter des raisons pour lesquelles cela ne s'est pas produit, de ce qui se passait, et pourquoi même la discussion à ce sujet, à mon avis, était préjudiciable à l'avenir de l'Ukraine et à la sécurité de l'OTAN. Vous avez parlé de ce qui se passe une fois la guerre terminée. Bien sûr, il y a déjà un débat à ce sujet. Cela affectera les relations OTAN-Russie, OTAN-Ukraine et Ukraine-Russie. Ce sera un mélange très compliqué de décisions politiques. En résumé, la discussion tourne autour de ce qui arrive à la sécurité européenne après la guerre. Nous envisageons la sécurité européenne avec la Russie, sans la Russie ou contre la Russie. Il y a bien sûr le scénario d'être contre la Russie, ce qui signifie que nous pourrions avoir une Russie isolée. Dans certains scénarios, comme vous l'avez peut-être mentionné dans l'un de vos articles, nous pourrions faire face à une situation semblable à celle de Versailles en 1919. Ce qui pourrait être encore pire pour la Russie. Un autre scénario est que la guerre et l'isolement pourraient créer une grande Corée du Nord à l'est de l'Europe. Une grande Corée du Nord avec des armes nucléaires. Le seul moyen de pression de la Russie est de faire chanter les Européens avec des armes nucléaires. Économiquement, ils sont déjà très faibles. La Russie sera encore plus affaiblie après la guerre. Ce serait le scénario apocalyptique. Bien sûr, il y a d'autres scénarios. Au plus fort de la guerre froide, la conférence d'Helsinki du CSCE a tenté de mitiger les fortes tensions et de réduire la course aux armements. Une autre analogie historique serait le Congrès de Vienne en 1815, qui concernait l'intégration. Ainsi, nous avons le scénario de l'isolement ou le scénario de l'intégration partielle de la Russie. Quel est votre avis sur ce scénario européen global après la guerre? Eh bien, une chose est claire, c'est que pour votre institut et d'autres instituts, nous ne serons pas au chômage. Il y aura énormément de choses à penser et à examiner. Si j'avais une baguette magique pour mettre fin à la guerre, je proposerais une formule comme Minsk II. Je l'appellerais Minsk III, qui consisterait en effet, et là je m'avance beaucoup, à accepter la souveraineté ukrainienne, certainement sur les zones en dehors de la Crimée, et idéalement y compris la Crimée. La souveraineté ukrainienne, mais avec une forme d'autonomie rigoureuse pour les zones russophones, à culture russe et autres. En effet, les Russes auraient une présence de facto dans ces zones. Ce serait mon genre de scénario à ce sujet. Maintenant, en ce qui concerne la relation à long terme avec la Russie, de toutes les analogies historiques, celle que je préfère est celle de Vienne, 1815, ou même de Westphalie, 1648. Mais je ne vois pas cela se produire. Mais vous avez mis le doigt dessus si vous voulez atteindre le long terme. Supposons que la guerre prenne fin. Supposons que l'Ukraine se réconcilie avec le résultat quel qu'il soit. Supposons que la Russie se voit réconciliée avec ce qui la préoccupait concernant l'OTAN encerclant la Russie. Et je ne pense pas que nous puissions totalement ignorer les préoccupations russes à ce sujet, qui n'étaient pas seulement celles de Poutine, mais des préoccupations russes en général. On ne peut tout simplement pas faire cela en politique internationale. Et si vous cherchez une autre analogie historique à ce sujet, pensez à la doctrine Monroe de 1823 que nous appliquons encore dans l'hémisphère occidental. Nous, les Américains, n'aimions pas Castro, Noriega ou le type qui était de retour au pouvoir au Nicaragua, et nous avons envahi la Grenade, d'accord ? Alors nous avons appliqué la doctrine Monroe. Les Russes veulent aussi leur propre doctrine Monroe, mais ils ne peuvent pas l'avoir en termes de sphère d'influence. Cela a déjà été exclu. Mais voici le long terme.
et je ne sais pas si cela signifie 5, 10, 15 ou 20 ans. La Russie ne continuera pas à être soumise. Son économie se rétablira, sauf en cas de guerre absolue. Il dispose d'une énorme quantité de ressources naturelles et d'un très bon système éducatif, en particulier dans ce que nous, en Occident, appelons maintenant les STEM, qui signifie sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. La Russie se rétablira et redeviendra un acteur majeur. Nous avons compris cela lorsque la guerre froide a pris fin. L'Union soviétique avait connu l'effondrement le plus important de tout empire interne et externe, y compris l'Europe de l'Est, en temps de paix dans toute l'histoire. Rien de tel ne s'était jamais produit. Alors il y avait la Russie à terre en 1991, la nuit de Noël, quand cela a officiellement pris fin, et les autres 15 républiques sont toutes devenues indépendantes. Que cela ait été une bonne idée ou non, n'est même pas la peine d'être discuté historiquement. L'Ukraine est devenue indépendante en même temps que d'autres pays. Maintenant, que devrions-nous faire à ce sujet? Vous avez mentionné le traité de Versailles, et il y avait effectivement des gens intelligents dans l'administration de George H.W. Bush. J'aimerais penser qu'il y avait aussi des gens intelligents dans l'administration Clinton, dans laquelle j'ai servi pendant 4 ans et demi. Pendant cette période, nous avons mis en place l'initiative de nouvelle architecture pour la sécurité en Europe, qui était fondamentalement basée sur ce qui s'est passé avec l'OTAN, entre autres. Je me considère comme l'un des principaux architectes, ou du moins l'un des principaux négociateurs de tout cela. Mais quand nous regardons en arrière le traité de Versailles, n'importe qui peut le vérifier. L'article 231, la soi-disant clause de culpabilité de guerre, a forcé l'Allemagne à accepter toute la culpabilité pour la Première Guerre mondiale, ce qui était évidemment absurde. La responsabilité du déclenchement de la guerre reposait sur le dos de nombreux pays, y compris l'Empire austro-hongrois, la France et la Grande-Bretagne, qui partageaient tous une responsabilité avec l'Allemagne. La clause de culpabilité de guerre a été incluse pour créer une base légale afin d'exiger des réparations de l'Allemagne pour aider à reconstruire des parties d'autres pays, le plus insistamment demandé par la France, mais aussi par le Royaume-Uni, et soutenu par les États-Unis, puisqu'il était signataire du traité de Versailles. Les États-Unis ont accepté cela. Alors, qu'est-il arrivé? Cela a été utilisé par des revanchistes allemands, y compris un révolutionnaire autrichien nommé Adolf Hitler, comme preuve que l'Allemagne était punie pour quelque chose dont elle était seulement en partie responsable et qu'elle était rabaissée. C'était l'un des arguments qu'Hitler a utilisé dans sa campagne pour que les nazis arrivent au pouvoir, puis pour faire toutes les choses que nous l'avons vu faire, en commençant par la remilitarisation de la Rhénanie, le retour dans la Ruhr, et puis toutes les autres actions que nous avons vues, dont votre pays a terriblement souffert à travers l'Anschluss, qui a précédé le partage de la Tchécoslovaquie. Alors nous étions résolus à ne pas répéter cela. Cela signifiait que quoi que nous fassions pour construire la sécurité après la guerre froide, cela ne pouvait pas repousser la Russie, car cela pourrait conduire à un moment où la Russie se serait rétablie, à un conflit supplémentaire. À l'époque, les gens plaisantaient en disant que la Russie était comme le Guatemala avec des armes nucléaires. C'était une mauvaise chose à dire, bien que la plupart des gens ne le disaient pas. Et donc, en construisant la nouvelle structure de sécurité basée sur l'OTAN, nous avons d'abord développé un programme appelé Partenariat pour la paix, qui était ouvert à tous les membres de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui, comme vous le savez, est basée à Vienne. À l'époque, elle comptait 35 pays. Je pense qu'elle en compte maintenant 57, ou quelque chose comme ça. Vous connaîtrez le nombre exact. Nous avons dit que tout le monde pouvait rejoindre le partenariat pour la paix, qui visait à transformer les armées et à aider les pays de l'Est à devenir des démocraties. Il avait pour but de fournir une base pour la régénération économique.
Cette initiative a été soutenue par ce qui est maintenant connu sous le nom d'Union européenne, bien qu'elle portait un nom différent à l'époque, que je ne peux pas me rappeler en raison des changements fréquents à mesure que de nouveaux membres rejoignaient. L'objectif était d'aider tous ces pays à améliorer leur bien-être. À l'époque, la Russie, comme tous les autres membres de l'OSCE, s'est vue offrir une place. En fait, en 1994, je faisais partie d'une équipe qui a voyagé du quartier général de l'OTAN à Moscou pour négocier l'adhésion de la Fédération de Russie au Partenariat pour la paix et au Conseil de partenariat euro-atlantique parallèle, qui existe, je crois, toujours. L'acte fondateur OTAN-Russie de 1997 a créé un conseil spécial avec une installation de réunions dédiée pour le dialogue entre l'OTAN et la Russie. L'OTAN se réunissait pour décider d'une position, puis en discuter avec la Russie. À ce moment-là, c'était essentiellement 19 plus 1. Puis en 2002, cet arrangement a été élargi à un conseil OTAN-Russie complet, où la Russie siégeait à la table en tant qu'égale avec les alliés de l'OTAN. Bien qu'actuellement en suspens, la Russie pouvait participer en tant qu'égale, et toute décision prise par le Conseil de l'OTAN concernant la coopération, le contrôle des armements ou d'autres questions nécessitait un consensus. Chaque membre, y compris la Russie, avait un statut égal et la capacité de mettre son veto, tout comme l'OTAN fonctionne sur le principe du consensus. Just like NATO has the consensus principle. Now, further, in the effort so that Russia would not. De plus, dans le but de s'assurer que la Russie ne serait pas aliénée, diverses mesures économiques ont été prises. Des efforts ont également été faits pour collaborer avec le reste de l'armée. L'un des événements les plus marquants a eu lieu en 1995, lorsque la guerre de Bosnie a pris fin. La Russie, avec le président finlandais, a joué un rôle dans la préparation du terrain pour les négociations qui ont conduit aux accords de Dayton, mettant fin à la guerre de Bosnie. Dans ce cadre, la force d'implémentation, ou IFOR, a été créée sous les sanctions de l'ONU. La Russie a soutenu la fin de la guerre de Bosnie car elle était appuyée par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies. Cependant, ils n'ont pas soutenu le conflit ultérieur contre la Serbie au sujet du Kosovo en 1988 car il manquait une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies. Les Russes considéraient ce dernier comme une guerre illégale, tandis qu'ils jugeaient la guerre de Bosnie légale. Les accords de Dayton ont mis fin à la guerre de Bosnie et établi l'IFOR pour maintenir la paix dans toutes les parties de la Bosnie. L'objectif était de créer un gouvernement unifié, et bien que cela soit toujours en cours, il n'y a eu aucune victime significative depuis 1995, ce qui est un accomplissement considérable. Les Russes ont exprimé leur désir de faire partie de l'IFOR. M. Grachev est venu au quartier général de l'OTAN et il y a eu une réunion dans mon bureau en tant qu'ambassadeur de l'OTAN avec le ministre russe de la Défense, le secrétaire à la Défense des États-Unis, Bill Perry, et le commandant des forces de l'OTAN et des États-Unis, le commandant suprême allié en Europe, le général George Joulwan, un général américain 4 étoiles. Grachev a dit: nous voulons faire partie de la IFOR. Ce sera comme au bon vieux temps. Faisant référence à l'Elbe en avril 1945, où les États-Unis et l'Union soviétique, les deux principaux participants de la Seconde Guerre mondiale contre l'Allemagne, se sont rencontrés et se sont serrés la main. Ils étaient les deux pays majeurs qui ont pris les dispositions après cela, bien que les Britanniques et les Français aient également été impliqués. Cependant, Grachev a dit: il y a un problème. Nous ne pouvons pas placer les forces russes sous le commandement de l'OTAN. Vous devez comprendre que nous ne pouvons pas faire cela. L'OTAN est l'ennemi historique. Alors, le général Joulwan a sorti de grands tableaux qu'il avait préparés, qui montraient diverses choses, y compris le chasseur, le commandant suprême allié, commandant la IFOR, puis commandant les différents alliés de l'OTAN, plus un tas d'autres, des pays neutres et d'autres. Je ne sais pas si l'Autriche en faisait partie. Non. Étiez-vous ou n'étiez-vous pas? Oui, vous étiez. Il a dit: nous ne pouvons pas faire cela. Puis il a dit: laissez-moi vous montrer autre chose. Voici le commandement européen des États-Unis.
dirigé par un général américain, et nous pouvons travailler à partir de cela. La Russie aurait pu faire partie de la force d'implémentation I4, mais pas sous le commandement de l'OTAN, plutôt sous le commandement américain. Grachev a accepté, disant que c'était bien. Cela ne les dérangeait pas d'être sous le commandement américain, car cela les faisait apparaître comme une grande puissance. Ainsi, ils ont trouvé un accord sur ce point. La Russie a envoyé ses meilleures troupes à l'IFOR, et elles ont travaillé très efficacement avec la force. Les Américains et les Russes ont bien coopéré. Je me souviens d'un incident où du personnel américain se trouvait dans une installation entourée de Serbes, peut-être des Serbes de Bosnie. Les États-Unis ont appelé les Russes qui sont venus à leur secours. Ça a marché. Cependant, les choses ont changé à la fin des années 1990. Malgré l'acte fondateur OTAN-Russie et la charte OTAN-Ukraine, qui contenait des principes remarquables et 19 domaines de coopération, la relation s'est dégradée. Le document était en effet fantastique, signé au palais de l'Élysée le 27 mai 1987. Les Français avaient été sceptiques à l'idée de rejoindre, alors j'ai suggéré de le faire signer en France à l'Élysée. Cette proposition a levé toutes les objections françaises, car ils étaient ravis d'accueillir la signature. Le changement a commencé avec l'intervention de l'OTAN au Kosovo, suivi d'une série d'événements. Il y avait des gens au sein du gouvernement des États-Unis qui comprenaient que nous ne pouvions pas répéter les erreurs du traité de Versailles. Nous ne pouvions pas jeter la Russie dans les ténèbres extérieures ou traiter la Russie, la plus grande partie de l'ex-Union soviétique, comme si elle avait perdu une guerre. Ils vont revenir et nous devons les traiter avec respect. Les gens du gouvernement américain sont partis et un nouveau groupe est arrivé. Ils ont dit « Oh, la Russie a perdu la guerre, qui s'en soucie ?» Alors les États-Unis ont commencé à prendre certaines actions unilatérales. Pour une chose, ils ont abrogé le traité ABM de 1972. Cela semblait logique. Eh bien, nous n'en avons plus besoin. Il n'y a plus d'affrontement nucléaire avec l'Union soviétique et la Russie. Alors, débarrassons-nous-en. Sauf que le problème, c'était que le traité était l'une des rares choses qui permettaient à la Russie de dire « Voyez, nous sommes toujours un grand acteur. » Nous l'avons fait quand même. Puis, pour diverses raisons, au milieu des années 2000, les États-Unis, avec leurs alliés, particulièrement les États-Unis, ont décidé de placer des missiles antibalistiques en Europe centrale. Pourquoi ? Pour se défendre contre les missiles nord-coréens et iraniens, si et quand ils devenaient une menace. Maintenant, je ne suis pas physicien, mais les physiciens ont dit « Eh bien, vous devez placer ces choses en Europe centrale pour vous protéger contre une attaque nord-coréenne, y compris contre les États-Unis. » Je ne sais pas d'où cela vient. Ajouter l'Iran dans l'équation n'était pas parce qu'ils avaient des missiles. C'était parce que le lobby israélien le voulait. C'était de la politique intérieure américaine. Eh bien d'accord. Les Russes ont dit « Attendez une seconde, et notre dissuasion nucléaire, cela peut être dirigé contre notre dissuasion nucléaire. » Nous avons dit « Non, vous savez, ce n'est qu'une petite chose. » Et les États-Unis avaient raison. Il n'y avait aucune menace pour la dissuasion nucléaire russe. Le point était que cela se produisait dans d'anciens membres du pacte de Varsovie, ce qui montrait une fois de plus que la Russie était considérée comme insignifiante. Malgré cela, nous avons poursuivi nos actions. De plus, la Russie n'a pas respecté toutes les dispositions du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, ce qui nous a amenés à nous en retirer. Ils ont également échoué à adhérer au traité sur les forces conventionnelles en Europe, résultant en sa suspension par le côté russe. D'ici 2008, la relation avec la Russie s'était considérablement détériorée en raison d'une série de décisions mal avisées. Nous étions responsables de la plupart de ces erreurs qui rappelaient le traité de Versailles, et les Russes en ont également fait. Il y avait un signe avant-coureur. Je vais marquer une pause ici.
Lors de la conférence de sécurité de Munich en 2007, Poutine a prononcé un discours qui est disponible en ligne où il exprimait que nous manquions de respect envers la Russie. Il soutenait que ce n'était pas la manière appropriée de traiter les autres pays. Il a mentionné qu'il appréciait le président américain et qu'il pouvait s'entendre avec lui, mais il a souligné que nous devions prendre la Russie au sérieux. J'étais présent quand il a prononcé ce discours. Tout le monde dans la salle a ri de lui, sauf Angela Merkel. Elle était l'une des dirigeantes européennes les plus intelligentes et les plus efficaces, poursuivant l'héritage du chancelier Kohl, qui a joué un rôle significatif dans l'établissement de l'architecture post-guerre froide originale. Cependant, les gens n'ont pas tenu compte des paroles de Poutine. En 2008, non seulement l'Ukraine, mais aussi la Géorgie ont été affectés par les événements que j'ai déjà décrits. Cela a alimenté la paranoïa russe et soutenu le récit intérieur de M. Poutine selon lequel ils étaient ciblés. Cependant, à cette époque, aucune action de ce type n'était entreprise, et il était incertain qu'elle le serait jamais. Puis, un incident significatif s'est produit. Je l'ai immédiatement critiqué, remettant en question leur compréhension des conséquences. J'ai soutenu qu'en déclarant que l'Ukraine et la Géorgie rejoindraient l'OTAN, c'était comme si un engagement avait été pris. Légalement, formellement et techniquement, selon les règles de l'OTAN, cette déclaration impliquait que ces pays étaient déjà membres de l'OTAN. Bien que ce ne soit pas le sens voulu, c'est ainsi que la déclaration a été interprétée, en particulier par les Russes. La Géorgie, sous la direction de M. Saakachvili, l'a également interprétée de cette manière. Saakachvili croyait que l'adhésion de la Géorgie à l'OTAN était imminente, ce qui l'a conduit à penser qu'il pourrait reprendre le contrôle sur des parties de son pays qui avaient déclaré l'indépendance avec le soutien de la Russie, comme l'Ossétie du Sud. Par conséquent, il a ordonné aux troupes géorgiennes d'entrer en Ossétie du Sud. Cette action a été entreprise malgré un avertissement de Dan Fried, un secrétaire d'État adjoint, qui avait téléphoné au ministre des Affaires étrangères de la Géorgie pour le déconseiller. Dan Fried a confirmé ce récit. Je lui ai parlé il n'y a pas longtemps et il a reconnu qu'il avait effectivement passé cet appel. Néanmoins, Saakachvili a ignoré le conseil, croyant que l'OTAN soutiendrait la Géorgie. L'OTAN a dit « Nous n'allons rien faire ». Les Américains ont fourni une aide militaire, mais personne n'est entré en guerre pour la Géorgie, montrant effectivement que la décision de 2008 n'avait aucune signification. À l'époque, j'ai dit « Mon Dieu, j'espère que nous ne ferons rien de stupide concernant l'Ukraine ». Eh bien, nous avons eu les problèmes, comme vous le savez, en 2014, quand il y avait un président de l'Ukraine légalement élu qui était pro-russe. Ce n'était pas une bonne idée de sa part de révoquer un accord qui avait été élaboré avec l'Union européenne, ce qui aurait été bénéfique pour l'Ukraine, et franchement, cela n'aurait pas dû importer à la Russie. Par conséquent, il y a eu des émeutes sur le Maïdan qui, si vous avez été à Kiev et juste au centre de la ville, beaucoup de personnes ont été tuées, en particulier par ceux qui n'étaient pas du côté pro-russe. Le président a fui le pays pour aller en Russie et ensuite l'Ukraine a dû trouver un nouveau leader. Ainsi, un autre secrétaire d'État américain a été entendu sur une ligne ouverte parlant à l'ambassadeur américain à Kiev, disant « Je pense que Charlie est le gars que nous aimerions voir arriver au pouvoir. » Ce n'était pas les affaires de l'Amérique, n'est-ce pas? Mais la Russie l'a présenté comme un coup d'État. Vous pouvez en débattre, mais Poutine l'a utilisé comme une excuse pour intervenir en Crimée puis dans le Donbass 3 ou 4 semaines plus tard. Il avait probablement déjà des raisons de le faire, mais cela lui a donné une belle excuse. Au fait, si vous voulez entendre parler de cet effort pour mettre notre personne au pouvoir, c'est sur le site web. La conversation a été interceptée, probablement par la Russie. Ils l'ont mise sur Internet et la BBC a un merveilleux site web où vous pouvez l'écouter et lire les transcriptions. D'accord.
Donc ensuite, nous sommes passés au côté raciste. L'OTAN a pris des mesures lors du sommet du Pays de Galles et tout ça. Croyez-moi, en aucun cas cela ne justifie ce que Poutine a fait en 2022. Cela ne justifie aucun des crimes de guerre, ni ne justifie aucune des brutalités et des massacres perpétrés par M. Poutine. Mais cela nous laisse tout de même avec un problème. Il ne s'agit pas seulement de comment arrêter la guerre et les tueries, et à quoi ressemblera l'Ukraine après, mais aussi de ce qui se passera à long terme dans 5, 10, 15, 20 ans, quand la Russie sera de nouveau une grande puissance. Et d'ailleurs, cela n'aurait pas d'importance qui est président. Même si Poutine devait mourir de cause naturelle ou être assassiné, tout dirigeant russe voudrait restaurer la puissance de son pays. Nous devons y penser. Et c'est pourquoi je pense que peut-être la pire chose qui soit ressortie du sommet récent, c'est quand le président américain a en effet formellement déclaré une nouvelle guerre froide et en effet incorporé des éléments du traité de Versailles dans sa politique. Maintenant, je comprends pourquoi cela a été fait et tout ça, mais personne n'était prêt à affronter les conséquences potentielles dans 5, 10, 15 ans. Et je suis trop vieux. Vous êtes plus jeune que moi, mais vous commencez à vieillir. Je ne pense pas que nous aurons à y faire face. Mais la génération qui vient après nous devra s'en occuper. Eh bien, bonne chance à eux. J'ai une dernière question. Vous avez dit que dans 10, 15, 20 ans, la Russie pourrait se redresser et redevenir une grande puissance. Cependant, il y a des observateurs aux États-Unis et aussi en Europe qui suggèrent que la Russie pourrait se désintégrer, permettant aux États-Unis de se concentrer sur la Chine. Dans le communiqué final de l'OTAN, la Chine est mentionnée de manière significative. L'article 5 pourrait, dans certaines circonstances, être appliqué à la Chine, surtout lorsqu'on considère la référence du communiqué aux activités cybernétiques et hybrides malveillantes de la République populaire de Chine, qui pourrait invoquer l'article 5. Cela signifie que l'OTAN pourrait être entraînée en Asie. Inversement, si l'article 5 est appliqué, la confrontation entre les États-Unis et la Chine pourrait être entraînée en Europe, puisque la plupart des membres de l'OTAN sont européens. Nous discutons tous de la situation de Taïwan. Une enquête récente du Conseil européen des relations étrangères auprès des citoyens de l'Union européenne leur demandait s'ils se rangeraient du côté de la Chine, des États-Unis, ou resteraient neutres en cas de conflit entre la Chine et les États-Unis au sujet de Taïwan. Environ 62 à 65% ont dit qu'ils préféreraient rester neutres, exprimant que les citoyens européens ne veulent pas être entraînés dans une guerre qui n'est pas la leur. Alors, était-ce une bonne idée d'appliquer l'article 5 aux activités cybernétiques de la Chine, comme cela a été fait dans le dernier communiqué? Nous savons combien il est difficile d'attribuer une cyberattaque à un adversaire. En fin de compte, ce serait une décision politique du Conseil de l'OTAN. Les Européens pourraient ne pas avoir la capacité d'analyser pleinement les informations de renseignement et les images. Par conséquent, les Européens pourraient être entraînés dans le conflit s'il s'escalade. Quel est votre avis maintenant? Est-ce une bonne idée d'inclure des engagements de sécurité en vertu de l'article 5 lorsque la Chine est impliquée? Include Article 5 to apply security commitments and if China is involved? Tout d'abord, vous posez toutes les bonnes questions et avez la bonne perspective. J'aurais aimé que vous soyez au Conseil de sécurité nationale des États-Unis pour aider à planifier le sommet de Vilnius, mais malheureusement, vous n'y étiez pas. Je dois mentionner qu'il ne s'agit pas seulement de regarder les actions de la Russie sur les 5, 10 ou 20 prochaines années. La Russie s'engage déjà dans des régions comme le Moyen-Orient, où nous et d'autres avons des intérêts très importants. Ils vont également s'impliquer en Afrique et ailleurs. Donc même à court terme, on ne peut pas ignorer la Russie. Concernant l'idée de la désintégration de la Russie, oui, il y a des gens qui aimeraient voir la Russie se désagréger et veulent que cette guerre conduise à la chute de Poutine et à la désintégration du pays.
Cependant, je dirais que nous devons être extrêmement prudents avec ce que nous souhaitons. Je ne suis pas sûr que nous accueillerions avec joie l'éventail de républiques, de pays, de groupes d'intérêt, de groupes ethniques et d'autres entités qui émergeraient d'une Russie désintégrée. En fait, nous pourrions nous retrouver à regretter l'ancienne Union soviétique. Ainsi, souhaiter la désintégration de la Russie est, je crois, le comble de la folie. Maintenant, concernant ma lecture du communiqué, peut-être ai-je mal compris, mais oui, ils ont collectivement répété leurs préoccupations concernant les actions de la Chine. Cependant, les mesures qu'ils envisageaient de prendre étaient en fait très modestes. Il convient de noter qu'il a été question dans le communiqué de frontières non cinétiques, telles que les activités cybernétiques, qui pourraient potentiellement déclencher l'article 5. Cela s'appliquerait à l'Europe. La décision d'invoquer l'article 5 pourrait devoir être envisagée. Il est important de se rappeler que toutes les décisions à l'OTAN sont prises par consensus. Ainsi, si jamais une proposition d'action contre la Chine était présentée au Conseil de l'Atlantique Nord, l'un des 30 pays membres pourrait y opposer son veto. Cela mettrait fin à la discussion. De nombreux pays diraient probablement non, influencés par l'opinion publique. De plus, il y a une raison spécifique pour laquelle essayer d'appliquer l'article 5 à la Chine n'est pas faisable. Cela est dû à l'article 6, qui a été rédigé en 1949 pour satisfaire les États-Unis. L'article 6 définit la portée géographique de l'article 5, qui inclut l'Europe, l'Amérique du Nord et la zone de l'Atlantique Nord au nord du tropique du Cancer. À cette époque, cela incluait également l'Algérie, car elle faisait partie de la France métropolitaine. Le traité a été par la suite modifié lorsque l'Algérie a acquis son indépendance. Par conséquent, l'article 5 ne peut pas être appliqué aux situations impliquant la Chine, car elle se trouve en dehors de la zone désignée. Pour ce faire, il faudrait réécrire le traité. Cependant, des pays individuels pourraient être disposés à soutenir les États-Unis si, malheureusement, un conflit devait éclater. Les Britanniques possèdent un porte-avions qui pourrait même être en mer à l'heure actuelle. Les Français ne veulent pas être laissés pour compte lorsqu'il y a des combats. Cependant, pour le reste des alliés, ils ne vont prendre aucune part à cela. Je pense que c'est une erreur d'apporter ces préoccupations au sein de l'OTAN plutôt que de les traiter séparément. Ou, si vous parlez de la relation économique avec la Chine, où divers pays se retirent, tentent de rompre les chaînes d'approvisionnement et font preuve de plus de prudence. Cela relève vraiment de la responsabilité des pays individuels ou de l'Union européenne. Mais pour l'OTAN, cette question a été incluse simplement pour faire plaisir aux États-Unis afin de soutenir l'idée d'un pivot du pouvoir occidental vers l'Extrême-Orient. Mais ce qui en est ressorti, pour être très franc, ce sont des décisions scélérates. J'étais contre la tenue même du sommet parce qu'il faut avoir des résultats concrets. Et l'un des résultats concrets est maintenant l'engagement envers une nouvelle guerre froide. Cela signifie qu'avec toutes les décisions qui ont été prises, y compris les décisions du G7 concernant un soutien militaire supplémentaire pour l'Ukraine, qui doit être discuté et décidé, il n'a pas été décidé de dire « nous allons commencer à en parler dès demain matin ». Je pense qu'ils vont littéralement commencer demain matin. Vous n'avez pas là l'opportunité pour les États-Unis de se désengager de leur implication militaire très lourde en Europe centrale et contre la Russie. La planification et tout ce que cela implique signifie effectivement que la guerre froide s'est simplement déplacée vers l'est de quelques centaines de kilomètres, impliquant la Finlande et la Suède dans l'équation. La Suède est moins préoccupante car la Russie devrait traverser la Finlande avant d'atteindre la Suède, et les Suédois en sont conscients. Je pense que les Finlandais ont été fous de rejoindre l'OTAN, car cela ne fait que provoquer les Russes. Plus tard, dans le feu de l'action,
Tout le monde encourageait la Finlande à rejoindre en disant « Allez la Finlande », mais c'était leur décision. Je pense que c'était la mauvaise, mais ils ne m'ont pas écouté. Personne d'autre ne m'écoute sur ces sujets de toute façon, sauf peut-être votre public. Le seul pays qui peut équilibrer la Russie, qui peut militairement affronter la Russie, sont les États-Unis d'Amérique. Cela a toujours été vrai dans l'ère post-guerre froide, comme cela l'était pendant la guerre froide. C'est pourquoi, lorsque les États-Unis ont été attaqués le 11 septembre, la première invocation de l'article 5 a eu lieu. Ce n'était pas parce que les Alliés s'inquiétaient que les terroristes viennent en Europe et y sèment le chaos, malgré quelques actes terroristes survenus là-bas. Les Alliés européens ont invoqué l'article 5 que nous n'avions pas proposé. Ce sont les Canadiens qui l'ont fait. Nous avons dit « Oh, vous voulez le faire? Allez-y ». C'était parce que les Alliés craignaient que nous soyons tellement distraits par l'Afghanistan et le terrorisme que nous oublierions de les aider. C'était déjà hors contexte. C'était déjà l'OTAN hors contexte. Eh bien non. Les États-Unis sont couverts par l'article 5. Les États-Unis sont couverts par l'article 5. En fait, l'OTAN a envoyé des AWACS pour survoler les États-Unis, mais n'a rien envoyé d'autre que la force de l'OTAN qui est ensuite entrée en Afghanistan. L'OTAN elle-même est intervenue, mais cela n'était pas automatique. La même chose s'est produite lorsque nous avons déployé la force de l'OTAN en Afghanistan. Et lui-même a également envoyé une force en Afghanistan, comme vous le savez. L'une des ironies, c'est que l'OTAN et l'ULMR ne travaillent pas ensemble, et ils n'ont pas beaucoup plus collaboré dans ce communiqué. C'était une grande erreur de ne pas faire travailler l'OTAN et l'ULMR plus étroitement ensemble. C'est juste que quelques alliés des deux côtés refusent de le faire, mais c'est insensé. Si l'OTAN voulait travailler avec l'UPMR en Afghanistan, il devrait envoyer un message à Bruxelles. Quelqu'un devrait le porter à pied jusqu'au siège de l'UPM. Il devrait renvoyer un message en Afghanistan à l'UPLING pour permettre à l'OTAN et à l'UPN, qui ne sont distants que de 15 mètres, de travailler ensemble. C'est insensé. Et la même chose s'est produite avec l'Irak. La raison pour laquelle les Alliés nous ont rejoints dans l'invasion de l'Irak en 2003, à l'exception de l'Allemagne et de la France qui avaient raison, était que tout le monde s'était trompé. Ils n'ont pas rejoint la force post-guerre d'Irak parce qu'ils craignaient d'être attaqués par l'Irak. Plutôt, ils étaient préoccupés par le fait que l'Amérique négligerait une fois de plus l'Europe et sa responsabilité de s'occuper de la Russie. Ce qui a été décidé maintenant va diminuer la capacité financière et militaire des États-Unis à travailler en Asie, malgré notre budget de défense de 850 milliards de dollars. Nous allons trop loin en termes de ce que nous avons réellement besoin de faire, et les États-Unis l'ont entériné. Incidemment, l'Autriche est maintenant entourée de pays de l'OTAN. L'Autriche, la Suisse, l'Irlande, Malte et Chypre ne sont pas membres de l'OTAN. J'espère qu'ils ne se sentent pas trop isolés. L'une des grandes idées qui pourrait peut-être être appliquée à l'Ukraine plus tard est le traité d'État de 1955 qui a établi une neutralité permanente pour l'Autriche et qui a fonctionné très efficacement. Oui, il y a le traité d'État, mais il est distinct de la neutralité. Nous avons la loi sur la neutralité, qui est une loi constitutionnelle. Le traité d'État est une entité distincte, mais il a été proposé en 1955. Nous avons un peu de temps pour une anecdote. J'avais un ami, Heinz Wetzler, qui je pense est peut-être mort maintenant. Il était en charge de la mise en œuvre des réglementations au sein du Bundesheer, qui empêchaient l'Autriche de posséder certains types d'armements, y compris des missiles. Lorsque l'Autriche a voulu acheter une arme anti-char américaine, qui était interdite, ils se sont tournés vers les Russes. Ils ont dit aux Russes qu'ils ne pouvaient pas acheter les armes à cause d'une disposition du traité d'État. Les Russes ont répondu « Oh, ne vous inquiétez pas pour ça.
Nous arrangerons cela. Vous pouvez acheter certaines de nos armes anti-chars. Ainsi, l'Autriche a procédé à l'achat. Ensuite, ils se sont tournés vers les États-Unis car cela était désormais autorisé et ont acheté beaucoup plus. En fait, si vous regardez la planification de la guerre pour l'Autriche tout au long de la guerre froide, vous verrez que tout était orienté vers la possibilité que des troupes soviétiques viennent de Hongrie à travers la vallée du Danube. L'idée était que l'Autriche devrait, en effet, se rendre, car elle ne pouvait pas se défendre. Cependant, Small Southern suffisamment de temps pour que vornin à peine au Berry-Berstrick sur des ennemis British. Germany to come south and defend Ukraine. Je dois ajouter une autre anecdote vraie liée à la neutralité de l'Autriche, que vous avez évoquée dans le contexte de la Hongrie. Il y a eu un soulèvement hongrois en 1956, et les Soviétiques soupçonnaient que les Autrichiens offraient un refuge sûr à certains des insurgés. Ils ont donc menacé l'Autriche en conséquence. En réponse, l'administration Eisenhower a clairement indiqué, comme je l'ai vu dans plusieurs documents, que si la neutralité autrichienne était violée, cela pourrait être un motif pour une troisième guerre mondiale. Cela indique qu'Eisenhower prenait très au sérieux la neutralité autrichienne, parce qu'elle était crédible à l'époque. Par conséquent, elle a servi de bonne garantie de sécurité, une garantie qui était respectée par les Américains également. Il y avait une exception dont vous n'êtes peut-être même pas au courant. En 1973, pendant la guerre du Kippour, les États-Unis ont voulu envoyer des avions depuis l'Allemagne pour aider Israël. Ils ont survolé l'Autriche sans en informer personne. Étonnamment, les Russes n'ont rien dit. Robert, j'espère que notre public écoutera très attentivement notre discussion et vos commentaires perspicaces, présentations, idées et connaissances. Merci beaucoup. C'était vraiment éclairant. Nous apprenons toujours de vous. Alors, merci encore. Faisons cela à nouveau bientôt et nous n'attendrons pas jusqu'au prochain sommet de l'OTAN. Eh bien, Hans, continue ton bon travail et envisage d'organiser un nouveau congrès de Vienne où nous pourrons régler la guerre en Ukraine. Oui, ce ne sera pas Helsinki, ce sera Vienne prochaine fois.